RDC, 2 personnes ont été lynchées samedi à Béni par une foule qui les accusait d'être des membres du groupe armé ADF. Pendant ce temps, le secrétaire général adjoint de l'ONU y a effectué une visite. L'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, regrette dans un entretien que l'arrivée d'armes de partout complique davantage tout règlement de conflit en Libye. On fait le point dans cette édition. Et puis à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, des soldats français et burkinabés se donnent la main pour rétablir l'autorité dans une zone où aucune armée n'a mis les pieds depuis plus d'1 an, laissant le champ libre aux djihadistes. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 1er décembre de l'an 2019. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, 2 personnes ont été lynchées ce samedi à Béni, dans l'est du pays, par plusieurs dizaines de personnes qui les accusaient d'être des membres d'un groupe armé cité dans la tuerie de plus de 100 civils en un mois. Dans ce contexte explosif, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a effectué une visite à Béni où des émeutiers ont brûlé une base de l'ONU lundi en dénonçant leur passivité face au massacre de civils. Voici les images. Un homme et une femme ont été lynchés samedi à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, par une foule. Ces 2 personnes ont été tuées alors qu'ils voulaient prendre un taxi dans le centre-ville. Les victimes n'avaient pas de carte d'identité, mais des munitions, des tenues militaires et des chargeurs ont été retrouvés dans leurs bagages. Ils les accusent d'être membres du groupe armé des ADF qui tentait de se rendre à une opération contre la population. Groupe armé d'origine ougandaise, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué dans la région de Béni plus de 100 personnes depuis le 5 novembre dernier et plus de 1000 depuis 2014. C'est dans ce contexte explosif que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a passé quelques dizaines de minutes samedi à Béni, où des émeutes ont visé cette semaine des casques bleus accusés de ne rien faire face au massacre. En visitant une base de l'ONU saccagée lundi à Béni par des émeutiers qui demandent le départ des casques bleus, son message a été clair. Vous voyez ces destructions, ça n'a pas été improvisé. Je crois qu'il faut les condamner fortement et bien sûr exprimer toute notre compassion vis-à-vis des victimes dans la population civile. Le message, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous sommes aux côtés du peuple de cette région, du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons mieux faire? Bien sûr que si, et nous allons y travailler. Est-ce qu'il faut que nos partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours réfléchissent aussi à la manière de travailler encore plus étroitement avec nous, les FARDC, la police nationale, les autorités. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les ennemis, ce sont ceux qui attaquent et tuent la population. Ce sont ceux aussi qui attaquent ceux qui aident les Congolais, et notamment les habitants de cette région, à lutter contre Ebola. Jean-Pierre Lacroix a très brièvement rencontré sur place le chef d'état-major de l'armée congolaise et une délégation du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. L'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a regretté dans un entretien que l'arrivée d'armes de partout complique davantage tout règlement de conflit dans ce pays. Depuis Tunis, il a dit par ailleurs attendre encore plus de clarté quant à la stratégie américaine en Libye. On l'écoute. Un des paniers importants de négociations que nous avons engagé à Berlin avec beaucoup d'insistance, c'est de rendre le comité des sanctions des Nations Unies sur cette affaire de vente d'armes ou de provision d'armes aux combattants libyens un peu plus efficace. Parce que pour le moment, force est de constater que les armes viennent de partout. Et donc, si vous voulez des élections, si vous voulez quoi que ce soit, il faut prendre acte qu'un nouveau phénomène est arrivé sur le terrain, qui est l'ouverture d'une vraie guerre avec l'offensive de M. Haftar sur Tripoli. Donc, si j'ai un processus politique, je le garde au frigo, des élections à terme, parce qu'il faut résoudre le problème de légitimité, mais il faut d'abord un cessez-le-feu. Je confirme qu'il y a un intérêt américain plus élevé
pour le cas libyen, mais tout comme les Libyens eux-mêmes, nous attendons encore plus de clarté dans ce que les Américains pensent faire ou pensent pouvoir faire en Libye. Les Américains avaient limité leur intérêt en Libye à pratiquement deux questions fondamentales, que sont la lutte contre le terrorisme et l'écoulement normal de la production pétrolière. Ils ne se sont pas beaucoup intéressés au processus militaire interne et ni au processus de paix. À la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, des soldats français et burkinabés se donnent la main. C'est la première fois que les Français, les armées nationales et la force multinationale du G5 Sahel travaillent officiellement ensemble sur le terrain. Mission des 1400 militaires de cette opération, rétablir l'autorité dans une zone reculée où aucune armée n'a mis les pieds depuis plus d'1 an, laissant le champ libre aux djihadistes. Reportage. Frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ces soldats français sont en pleine opération de ratissage. Ils traquent des djihadistes ou toute trace qui permettrait de les retrouver. Pendant 15 jours début novembre, les soldats de l'opération Barkhane ont mis le cap sur la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une région qui est favorable à l'établissement de zones logistiques, de zones d'action des groupes terroristes. Parce que c'est une région transfrontalière, puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Pour la première fois, l'armée française est sur le terrain, aux côtés des armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Cette opération inédite, nommée Bourgou 4, qui rassemble 1400 soldats au total, vise à contrer la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. Le nord du Burkina Faso est particulièrement touché. Il y a peu, l'armée burkinabé ne pouvait même plus entrer dans la zone. C'est très important pour l'armée d'être partout. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et de nous battre à leur côté. La tâche est loin d'être évidente. Pour cette action, le renseignement français a intercepté les communications d'un chef djihadiste. Son téléphone est localisé à 300 mètres près. Le stress monte, les militaires ont ordre de tirer sans sommation. Mais après 5 heures de marche, ils arrivent dans un village où tous les hommes ont fui. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. Les forces partenaires font face à un ennemi insaisissable qui se fond entièrement dans la population. Conséquence, pour l'armée française, chaque villageois rencontré est susceptible d'être djihadiste. Alors, les soldats ne laissent rien passer, quitte à bousculer les populations locales. Malgré une différence abyssale de moyens, la collaboration entre armée française et armée sahélienne est donc impérative. Ils ont pas la même logistique que nous, ils n'ont pas le même matériel, mais c'est normal. Et par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est extrêmement précieuse. Ils ont envie de travailler. Au-delà des bonnes volontés affichées, les défis restent nombreux. Les armées des pays frontaliers apprennent encore à se coordonner, non sans friction. Le 16 novembre, le Burkina Faso a ainsi accusé l'armée malienne d'exaction dans un village situé sur son territoire. En bref, en Namibie, le président sortant Hadj Djengob a été réélu avec 56,3% des suffrages exprimés. L'annonce a été faite ce dimanche par la commission électorale. Un score en nette baisse par rapport aux 86% qu'il avait recueilli il y a 5 ans. Le chef de la SWAPO, le parti au pouvoir, devance largement Panduleni Itula, candidat dissident de la SWAPO, qui a obtenu 30% des suffrages. Le chef de l'opposition, Mac-Henri Venani, a quant à lui recueilli 5,3% des suffrages. Il faut dire que Panduleni Itula, le principal opposant, et le responsable d'un autre parti d'opposition, le mouvement des Sans-Terre, ont dénoncé des fraudes électorales. Les inondations qui ont touché dernièrement le Soudan du Sud ont laissé des traces. Les dégâts ont semé la mort et la désolation, mais les populations meurtries ont retrouvé, un tant soit peu, le sourire. Reportage.
Le comté de Maban, au Soudan du Sud, est l'une des zones les plus durement touchées par les inondations violentes. L'eau commence à peine à se retirer, mais les maisons submergées et les récoltes endommagées portent témoignage des dégâts causés. L'eau a tout de même apporté une bénédiction, les poissons. Le point négatif, c'est que tout ce qu'on cultivait a disparu. Toutes les tomates qu'on avait plantées ont été emportées, toutes les maisons ont été détruites, mais quelque chose d'intéressant s'est produit après les inondations. Il n'y avait pas de nourriture et on attendait la distribution de nourriture et les gens souffraient. Mais après cette catastrophe, on a eu la chance d'avoir du poisson et on dépend de ça maintenant. Les habitants se réveillent à l'aube pour tenter d'en attraper presque sur le pas de leur porte, armés de bâtons, de lances ou de moustiquaires. On vient ici à 5 h du matin et on pêche jusqu'à 20 h. Comme ça, quand on rentre à la maison, on cuit le poisson pour que nos enfants puissent le manger parce qu'on n'a rien à leur donner à la maison. On vient ici pour pêcher, on l'amène et on le cuisine pour nos enfants et on continue comme ça tous les jours. Maintenant, si on va à la pêche avec des réfugiés, on met nos hameçons ensemble. Même si je ne suis pas là, personne ne prendra mon poisson. Il prendra son poisson et je prendrai aussi le mien et on va le cuisiner et le manger ensemble. C'est comme ça qu'on vit avec les réfugiés. Les inondations sont habituelles en Afrique de l'Est en cette saison, mais un phénomène climatique centré sur l'océan Indien d'une puissance jamais observée depuis des années a provoqué dernièrement des pluies dévastatrices. Ces pluies ont eu des conséquences mortelles en Somalie, au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près d'1 million de personnes ont été affectées par les inondations au Soudan du Sud. En Ouganda, le concours de beauté Y Plus Beauty lutte contre la stigmatisation des personnes séropositives dans le pays et aide les jeunes à reprendre confiance en eux. Ruth est arrivée dauphine du concours de beauté. Diagnostiquée à 13 ans, la jeune femme a fait une tentative de suicide il y a 5 ans après être tombée dans la dépression. Je devenais vraiment déprimée et je ne faisais plus d'activité, que ce soit à l'église ou avec mes amis. Ils pourraient venir et dire « Ruth, on sort ». Je ne sortais pas. Je restais dans ma chambre et je pleurais. J'ai souffert de dépression et d'anxiété pendant très longtemps. J'en ai presque perdu la vie. Mais j'ai découvert qui je suis et qu'il y a beaucoup plus dans la vie que le simple fait de vivre avec le VIH. Nous avons des parents qui croient encore que si un jeune vit avec le VIH ou contracte le VIH, il n'y a aucune raison de payer des frais de scolarité pour eux. Et c'est vraiment très triste, c'est vraiment une très mauvaise chose. Mouvement de grève nationale au Liban. Les stations-service sont fermées à Beyrouth. Dans ce cadre, la crise économique qui secoue le pays a entraîné un soulèvement populaire sans précédent. Plus de précisions à travers cet élément. La grève des stations-service annoncée par le syndicat des propriétaires des stations d'essence pour protester contre le manque de dollars disponibles et le non-respect des accords acceptés par les importateurs de carburant au Liban était suivie de manière illégale dans les différentes régions. La Banque du Liban avait émis une circulaire destinée à assurer le déblocage de devises à plusieurs filières d'importation stratégiques comme le carburant, le blé, les médicaments. Ce, à un moment où la banque a limité la circulation de dollars sur le marché local. Les raisons sont liées à la stabilité financière du pays, très endetté et en plein contexte de crise. Cette mesure est cependant contestée par la majorité de ses bénéficiaires qui la jugent trop contraignante ou inadaptée. Ça n'en vaut plus la peine. Après des pertes et des pertes. Personne n'écoute les propriétaires des stations-service ou le syndicat des stations-service et ce sont les pauvres qui sont les plus durement touchés. Tout ce que nous avons en dollars, ils l'ont emporté.
En bref, tout ce que nous avions en dollars, ils l'ont pris et la monnaie libanaise est inutile. Bien sûr que cela nous affecte, c'est normal. S'il n'y a pas d'essence aujourd'hui ou demain, nous ne pouvons pas travailler. Alors, quelle est la solution? Il n'y a pas de solution et c'est tout. La ministre sortante de l'énergie a souligné que depuis le début de la crise du dollar, le ministère appelle à ne vendre du mazout qu'en livres libanaises. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.